Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce jeudi 20 octobre 2022. À la une ce soir, de violents heurts opposant manifestants et forces de l'ordre font une trentaine de morts en N'Djamena, au Tchad. Des centaines de personnes ont répondu à l'appel de l'opposition pour s'indigner contre la prolongation de 2 ans de la transition. Et l'horreur à Balengou, dans la région de l'Ouest, un jeune homme décapite sa maman. Le bourreau, âgé de 25 ans, a assommé sa victime à l'aide d'une hache avant de prendre la poudre d'escampette. Le 19h50 s'aventurera sur l'axe routier Molondou-Yokadouma à l'Est, un tronçon que les usagers qualifient d'impraticable. Les 250 km sont pour eux un véritable chemin de croix. Troisième numéro de prélude du Mondial Qatar 2022. Focus ce soir sur l'un des adversaires des Lions indomptables en phase de poule, la Suisse de Brel Mbolo. Voilà pour les titres. Le Tchad sous tension depuis ce jeudi matin. Des centaines de manifestants sont descendus dans la rue pour appeler au retour des civils au pouvoir. Ils dénoncent la prolongation de 2 ans de la transition. Et on l'apprend à l'instant, les heures de ce matin ont fait une 50aine de morts selon les autorités du pays. Et avec moi sur ce plateau pour en parler, Lille Piedjou. Bonsoir. Bonsoir Alain Gislain. Alors, ce qui se passe au Tchad aujourd'hui était-il prévisible? Alors, je vais vous répondre par l'affirmative, parce que depuis le décès du président Idriss Déby Itno et la mise sur pied plus tard de ce gouvernement de transition dirigé par le général et fils du défunt Mahamat Idriss Déby Itno, plusieurs partis politiques de l'opposition ont d'ailleurs dénoncé un coup d'État institutionnel en exigeant un gouvernement dirigé tout simplement par des civils. Et nous sommes, vous le savez Alain, le 20 octobre 2022 et c'est la fin des 18 mois de transition décrétés par le Conseil militaire lors de sa prise de pouvoir. Sauf que après le dialogue national inclusif et souverain tenu il y a quelques jours, vous vous souvenez d'ailleurs, et boycotté par certains partis politiques de l'opposition, la transition a été prolongée à pratiquement 2 ans jusqu'à la tenue des élections libres et démocratiques. Décision pas du tout appréciée au niveau de N'Djamena par l'opposition et la société civile qui ont tout simplement appelé à manifestation. Et aujourd'hui, plusieurs Tchadiens sont descendus dans les rues de la ville en répondant donc à l'appel lancé par ces partis de l'opposition malgré l'interdiction de manifestation par le gouvernement de transition qui a qualifié cet acte de tentative d'insurrection de l'armée. Alors, Lille, quelle est la situation actuelle dans le pays? Alors, puisque nous monitorons cette actualité depuis le matin, à l'heure où je vous parle, Alain Gislain Kanga, il s'agit d'un retour calme du côté de N'Djamena au Tchad, même si derrière cette accalmie, il y a une bombe à retardement annoncée. Pour l'instant, on parle d'un couvre-feu décrété par le Premier ministre de ce côté-là, mais toujours est-il, les rues sont désertes actuellement. D'importants dégâts ont été enregistrés depuis le matin dans les nombreux quartiers de la ville de N'Djamena. Surtout une trentaine de morts, évalués aujourd'hui à une 50aine de morts à l'heure où je vous parle. Et selon le gouvernement de transition, des blessés sont pris en charge depuis un moment à l'hôpital de l'Union de Jagua et on annonce d'ailleurs la saturation même de cet hôpital-là. Voilà la situation qui prévaut actuellement. Alors, il faut dire que ce vent de violence au Tchad s'est également répandu en Guinée-Conakry. Tout à fait. On s'est dit qu'il y a une contamination au niveau du continent africain parce qu'en même temps que les manifestations se passaient du côté du Tchad, on a eu également en Guinée-Conakry des manifestations où les populations sont descendues dans les rues pour exiger le départ du gouvernement de transition au pouvoir, notamment avec le Front national pour la défense de la
Constitution. Officiellement, il y a eu cet appel à manifestation et après un retour à l'accalmie annoncé, mais toujours est-il que la situation reste tendue et on compte des morts et de nombreux blessés actuellement du côté de la Guinée-Conakry et du Tchad. Et est-ce qu'on a des réactions de la communauté internationale? Mais toujours, quand il y a un mouvement en Afrique, sur le continent africain, il y a toujours des réactions de la communauté nationale et internationale. Si on prend d'abord la sortie de la France après tout ce qui s'est passé dans la journée avec le Tchad, la France a précisé ne pas être impliquée dans ce qui s'est passé aujourd'hui au Tchad, en condamnant bien évidemment l'utilisation des armes létales pour tuer des manifestants sur le terrain. Il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO, il y a d'autres communautés qui se sont mobilisées pour l'appel au dialogue, l'appel au calme, et on espère que d'ici là, ces différents appels seront compris par les différentes parties pour que le continent africain puisse être un continent de paix et de stabilité. Merci beaucoup Lil Piedjou, et c'est avec vous qu'on va également parler de ce nouveau Premier ministre britannique qui sera connu le 28 octobre prochain. Liz Truss a officiellement démissionné ce jeudi après avoir informé le roi Charles, une démission qui laisse le Royaume-Uni dans les certitudes totales. Liz Truss démissionne de son poste de Premier ministre en Grande-Bretagne. Elle l'a rendu public ce jeudi après avoir informé le roi. Je suis arrivée en fonction à un moment de grande instabilité économique et internationale. Les familles et les entreprises étaient inquiètes de la manière dont ils pourraient payer leurs factures. La guerre illégale de Poutine en Ukraine menace la sécurité du continent entier. Et notre pays a été freiné trop longtemps par une croissance économique basse. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour lui dire que je démissionne de mon poste de dirigeante du Parti conservateur. Je resterai Premier ministre jusqu'à ce qu'un successeur soit choisi. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, la Grande-Bretagne n'a jamais connu tel embarras causé par un Premier ministre. Emmanuel Macron souhaite que le Royaume-Uni puisse trouver rapidement la stabilité. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer Liz Truss et nous avons encore échangé cette semaine et nous avions une relation de travail qui se construisait et je souhaite que, en tout cas, la Grande-Bretagne puisse trouver le plus rapidement possible la stabilité, aller de l'avant. C'est bon pour nous et c'est bon pour notre Europe. Cette démission intervient après 6 semaines au pouvoir, ponctuées par une série de crises. Liz Truss avait inspecté des troupes britanniques en pleine tension entre Moscou et l'Occident quelques semaines avant l'attaque russe en Ukraine, ce qui a conduit à la détérioration des relations entre Londres et la Russie. Acculée, Liz Truss a finalement résigné ce jeudi après 44 jours au pouvoir, qui ressemble à un chemin de croix pour la dirigeante conservatrice. Le nouveau Premier ministre sera désigné le 28 octobre prochain. Et sur le plan national, le procès en appel de 39 militants du MRC condamnés à la prison ferme en première instance s'est ouvert ce jeudi à Yaoundé. Et jusqu'ici, les débats n'ont toujours pas été ouverts dans le procès en appel. Notons qu'à la veille de l'audience devant la cour d'appel du centre, les avocats des détenus ont sollicité la modification de la composition de la cour. Ils convoquent le droit international pour justifier ce rejet. Je vous propose d'écouter Maître Hippolyte Tiakwang Meli dans cet extrait sélectionné par notre reporter Maria Mazo. Dans la composition de la cour, il se trouve qu'il y a un colonel de l'armée de l'air qui siège avec voix délibérative. Et tout le monde sait que la présence d'un officier des forces armées qui obéit au commandement militaire, c'est-à-dire de l'exécutif, ayant voix délibérative, voudrait tout simplement dire que dans le jugement, l'exécutif participe donc au jugement. Donc il y a 2 juges plus un membre de l'exécutif qui est représenté par un officier de forces armées. Et les appelants, eux, n'ont aucun rapport avec les armes ni avec l'armée, et on ne comprend pas pourquoi ils devaient donc faire partie du collège des personnes qui doivent juger. Nous avons, la Cour a mis l'affaire en délibéré sur la forme pour arrêt devant être rendu le 17 novembre 2022.
Matricide à Balengu, dans la région de l'Ouest. Un jeune homme de 25 ans ôte la vie à sa maman. Le garçon aurait assommé sa génitrice à l'aide d'une hache. Il est pour le moment porté disparu. Le récit de Titi Freeman sur les images d'Abraham Sarr. Le crâne ouvert, le corps sans vie d'Agnès Ngongan est découvert ce jeudi matin. Âgée de 56 ans, elle aurait succombé aux violents coups de hache et de machette assenés par son bourreau, le fruit de ses entrailles. La scène tragique se déroule dans sa chambre, non loin du marché de Balengu, dans le département d'Undé. Subitement, la nuit, on a entendu un bruit. Ceux qui dormaient dans la maison ont entendu un bruit, mais ils ne se sont pas intéressés en disant que peut-être c'est la maman qui se mettait à l'aise. Bon, bien après le matin, on se rend compte qu'il y avait 8 morts d'hommes, ce qui fait que c'est le matin qu'on a constaté la mort de la maman. Ça inquiétait tout le monde, puisque en semaine aussi, il y a certaines mamans qui disaient en semaine qu'on a vu ce garçon limer la machette, limer la hache. Ça veut dire qu'il préparait ce crime. Après son forfait, le jeune de 25 ans, principal suspect, se serait enfui aux premières heures de ce 20 octobre. Un matricide qui a retenu l'attention du sous-préfet de la commune concernée, venu constater l'horreur de la scène. Nous ne pouvons pas encore dire avec exactitude qui serait l'auteur de ce crime crapuleux. Nous voulons profiter de cette opportunité pour inviter nos populations à plus de collaboration, parce que nous avons constaté, d'après, n'est-ce pas, les dires des uns et des autres, qu'il y aurait des consommateurs de cannabis dans ce domicile. Une enquête est ouverte par la police pour faire la lumière sur cet homicide. Parlons également à présent de cet éboulement qui menace la zone de Ndogbon, près de Soukaver, dans la ville de Douala. La mairie de la ville annonce la démolition des maisons sur un rayon de 500 mètres carrés. La population est sortie, pancarte à la main, pour solliciter un recasement. Samuel Baïha. Pancarte aux mains, la foule donne un dernier coup de gueule. La mairie de la ville voudrait sécuriser cette zone à risque. OPK8 de Ndogbon, Badje, octogénaire, perdra ce club de vin de palme, le seul bien qui le maintient en vie. Ce club de vin de palme est tout ce que j'ai. Puisque vous voulez me l'arracher, je crois que la vie va continuer. Et peut-être que si la mort me prend, ça sera une bonne chose. Les croix de Saint-André marquées sur près de 31 maisons. Voici la bande de terre menacée d'éboulement. L'objet d'attention de la mairie. Nous sommes ici à plus de 300 mètres. Ici, nous, on n'a pas de problème ici d'éboulement ici. Il n'y a aucun problème d'éboulement ici. Mais juste en haut, là, sur le terrain de la SNI. C'est le terrain de la SNI qui peut tomber, qui peut s'écouler d'un moment à l'autre. On accepte le travail, mais qui nous recase, qui nous donne quelque chose pour reconstruire. L'annonce de la casse a créé un chantier de démolition volontaire. Sauver ce peu à la va-vite. On a décidé de commencer une casse de peur que l'engin ne vienne casser tout. Ça débrouiller à leur façon. Cette veuve regarde ses efforts se volatiliser. Je ne sors même pas pour même aller au marché. Je ne mange pas. Tous les locataires que j'avais sont partis. Même pas 5 francs. Les derniers jours sont difficiles à cet endroit où plusieurs sont installés sans titre foncier depuis 1982. Les plus sceptiques attendent de voir la fureur du Poclin. Et 4000 tonnes métriques de gaz de pétrole liquéfié sont disponibles depuis hier à Douala. Depuis ce matin, des camions citernes de gaz et autres bouteilles sont remplis au centre de dépôt pétrolier de Bonabéry, au grand bonheur du public, des consommateurs. Je vous propose d'écouter Véronique Mwampiambio de la SCDP et Franklin Galan, sélectionnée par Ligue Piedjou et Thierry Nana. Depuis hier dans la nuit, un navire avec 8000 tonnes métriques de gaz qui était déjà au large du Nigeria. Donc dès que le navire que vous avez vu tout à l'heure va sortir, celui-là pourra rentrer. Et ensuite, la fourchette du 25, nous aurons un autre navire qui va arriver. Et nous avons au moins 6 navires qui sont annoncés déjà de manière ferme après toutes les réunions qui se sont tenues hier à la CSPH. C'est l'occasion pour nous également de rassurer les populations, de leur dire d'être patients. Si vous regardez bien, vous voyez que ce n'est pas
Les pénuries ne sont pas l'affaire seulement du Cameroun. Suivez mon regard. Depuis quelques jours, vous voyez quand même des camions sur 1 kilomètre, des voitures sur 1 kilomètre dans d'autres pays, en attendant les produits pétroliers. Donc, la CSPH est là avec d'autres structures, la SDP, le Mincommerce et le Miné, pour assurer la population de Douala et toute la population de Cameroun que le gaz est disponible. Vous avez vu vous-même que nous sommes en train de charger 128 000 bouteilles qui seront disponibles dès ce soir à Douala et ses environs. Et en même temps, les camions citernes et les wagons sont d'être chargés. Tout ceci pour que le Cameroun soit en produit disponible dès ce week-end. Abolir complètement la loi relative à la peine de mort, c'est le plaidoyer lancé récemment par la Commission des droits de l'homme du Cameroun. L'organisation condamne les peines capitales qui continuent d'être prononcées par des tribunaux, même si elles ne sont plus appliquées. Pour en savoir davantage, nos reporters Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault ont rencontré les défenseurs des droits de l'homme. Reportage. Aucun crime ne devrait faire l'objet d'une peine de mort. C'est du moins ce que pensent certains défenseurs des droits de l'homme comme Yvonne Moumabi. Pour l'activiste camerounaise, cette peine relève de l'époque de la colonisation. La vie est un droit inaliénable. Personne n'a le droit de prendre la vie à l'autre. Vous voyez comment notre société est maintenant. On pense qu'ôter la vie à son prochain, mais rien. Si on approche ça et qu'on sensibilise la population camerounaise, personne n'a le droit d'ôter une vie, mais quand on a commis nos crimes, il faut qu'on paye. Bien que la peine de mort soit encore en vigueur dans notre pays, les exécutions sommaires n'ont plus eu lieu depuis 1997. Le combat des associations de protection des droits de l'homme est d'amener l'État vers l'abolition complète de cette loi en privilégiant d'autres moyens de punition. Il faut que certaines questions soient gérées d'autre façon. La peine de mort, il y a plusieurs des exemples d'autres pays que l'on peut tricher, si vous permettez le mot, pour remplacer, n'est-ce pas, avec la peine de mort, question de s'arrimer à la consécration de la vie comme étant un droit humain sacré qu'on ne peut pas enlever. La peine à vie dépasse la peine de mort, parce qu'on croupit là jusqu'à que celui qui nous a donné la vie le ôte. La Commission des droits de l'homme du Cameroun recense jusqu'en 2021 environ 200 condamnés à mort parmi les détenus dans nos prisons. Alors que des voix s'élèvent pour son abolition, la peine de mort s'est vue renforcée au Cameroun à travers la loi de 2014 sur la répression des actes de terrorisme. Et le plaidoyer que mène aujourd'hui la Commission des droits de l'homme du Cameroun a été longtemps porté par des organisations non gouvernementales, nationales et même internationales. La voix de ces organisations de la société civile s'est faite davantage entendre en 2014, au moment où le Cameroun adopte la loi antiterroriste. En direct de notre studio 2 de Canal 2, Michael Tipkio. Bonsoir. Pourquoi l'ouverture d'un tel plaidoyer enchante autant la société civile ? Bonsoir Alain Ghislain Kanga. On perçoit dans le lancement d'un tel plaidoyer une volonté des gouvernants d'aborder ouvertement la question de la peine de mort et de faire progresser cette question. La Commission des droits de l'homme du Cameroun rejoint ainsi les organisations non gouvernementales dans ce plaidoyer et réaffirme que le respect du droit à la vie exige nécessairement l'abolition de la peine capitale. Vous l'avez entendu dans le sujet précédent, les dernières exécutions remontent certes à 1997 où 47 personnes reconnues coupables d'avoir pris part à un coup d'État manqué ont été tués par fusillade. Souvenez-vous, le 23 décembre 2014, la promulgation de la loi portant sur la répression des actes de terrorisme est venue doucher tous les espoirs de ceux qui espéraient jusque-là une abolition de cette peine de mort. Les organisations de la société civile notent que le nombre de condamnations à mort a dès lors vertigineusement augmenté, passant de une condamnation en 2010 à plus de 160 en 2016. Dans l'ensemble, on dénombre plus de 220 personnes dans les couloirs de la mort, dont un tiers pour des infractions liées au terrorisme. Alors Michael, à propos de cette loi contre le terrorisme, certains estiment au moment de son adoption qu'il s'agissait d'un instrument de consolidation de la classe dominante.
Effectivement, Alain, des partis politiques, organisations de la société civile sont montés au créneau en 2014 pour dénoncer ce qu'ils appelaient une loi liberticide utilisée pour limiter les libertés civiles et politiques, éliminer des adversaires politiques et réduire au silence les critiques formulées contre la gouvernance politique et économique. Reconnaissons tout de même que le phénomène de terrorisme avait pris de l'ampleur dans la région de l'extrême nord du Cameroun. C'est ainsi que l'État n'a pas hésité à adopter cette loi antiterroriste et à ériger la peine de mort en sanction afin de réprimer les auteurs d'actes terroristes. Il se pose donc aujourd'hui la question de la légitimité ou de la légalité de la peine de mort au moment où la tendance internationale est à l'abolition définitive de cette peine. Les arguments formulés contre cette peine de mort et où en est-on dans le processus d'abolition au Cameroun? Amnesty International soutient que la peine de mort est injuste en raison de ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît à chacun le droit à la vie. Elle est inhumaine parce qu'elle poursuit un seul but, supprimer la vie. Elle prive donc la possibilité d'expier un forfait, de réparer ou alors de s'amender. Et toujours dans la même veine, elle prive la possibilité d'expier un forfait, je le disais. Elle est ensuite inutile parce qu'elle n'empêche aucun délit n'ayant pas l'effet dissuasif qu'on lui attribue malheureusement. Elle est enfin irrévocable et arbitraire, les erreurs judiciaires et les jugements erronés ne pouvant jamais être totalement exclus. Pour ce qui est de l'acte de la lutte, ce qui est de l'état de la lutte justement, les organisations de la société civile militent pour l'amendement de la loi antiterroriste et l'interdiction de la condamnation des civils par les tribunaux militaires. La ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international des droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Disons-le pour terminer, Alain, le Cameroun est de facto abolitionniste et la voix prépondérante de la Commission des droits de l'homme du Cameroun peut faire avancer les choses dans le sens d'une abolition définitive de la peine capitale. Merci beaucoup Michael Tipkio et à suivre dans le 19h50, couvert par la broussaille, les parcs de loisirs dans la ville de Douala ne séduisent plus. Dans l'abondance, seuls les SDF y trouvent leur confort et le recensement des handicapés reste une équation difficile à résoudre. Les données inexactes motivent la création d'une base d'éducation numérique. Et en sport, Qatar 2022, les Lions indomptables ont déjà leur tenue de ville cousue par le styliste El Dabo. Les motifs et couleurs de cette tenue ont été présentés ce jour à la Fédération camerounaise de football. Dans l'actualité également, une femme sur 12 développe un cancer du sein et 685 000 environ décèdent de la maladie chaque année selon les données du American Cancer Society. L'accent est très souvent mis sur la prise en charge physique des patients, l'aspect physique étant relégué au second plan. Des psychologues camerounais réunis au sein du réseau de recherche et d'intervention en santé mentale se proposent désormais d'accompagner les malades qui sont souvent plongés dans une profonde souffrance. Et Janice Kamga et Samuel Ebakis. Chez la femme, 90% de décès dus au cancer du sein sont issus d'Afrique subsaharienne. La tranche la plus touchée est celle des plus de 40 ans et dès l'étape de la suspicion, la maladie induit une série de souffrances psychiques que les psychologues camerounais se proposent d'accompagner. Ne serait-ce que l'angoisse que nous vivons et qui peut renvoyer aux souffrances chez la personne, qui peut renvoyer à un ensemble de désordres comportementaux qu'on peut observer. Le phénomène s'amplifie après une mastectomie. La patiente qui se voit retirer un ou les deux seins est prise au piège entre stress, anxiété, remise en question de son identité et même des pensées suicidaires. Des signaux à ne surtout pas négliger. Il y a des prises en charge de groupe, des prises en charge de couple et aussi sachant que le handicap intervient dans toute la famille, c'est tout le monde qui est concerné. Le plaidoyer du réseau de recherche et d'intervention en santé mentale s'inscrit dans le sillage du mois rose. L'organisation de la société civile se propose de mettre chaque mois à la disposition du public camerounais les résultats de la recherche. Objectif, psychoéducation à visée préventive.
Et les données statistiques au sujet des personnes handicapées demeurent inexactes au Cameroun. Ceci impacte leur inclusion au processus de développement du pays. Pour changer la donne, le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun a créé une plateforme de suivi géolocalisé de cette couche de la population. Objectif, recenser et faire enregistrer ces personnes vulnérables de manière à disposer des données fiables sur le triangle national. Karel Mezatachouya et Constant Kamga. Une faible harmonisation des statistiques sur les personnes handicapées détectées au Cameroun. À titre d'illustration, d'après le 3e recensement général de 2005, on comptait plus de 262 119 personnes handicapées sur une population de 17 463 836. Selon le 3e document de politique nationale de promotion et de protection de cette couche vulnérable, les handicapés sont estimés à 2 900 000. Cette inexactitude des données affecte l'inclusion des personnes handicapées au processus de développement du pays. La plateforme de suivi géolocalisé créée par le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun ambitionne d'inverser la tendance. Cette plateforme va nous permettre de disposer des statistiques désagrégées de l'ensemble des personnes handicapées par type de handicap, par sexe, par village, par arrondissement, département, région. La séance de travail de ce 20 octobre à Yaoundé vise donc à former des agents communaux et représentants des organisations de la société civile afin qu'ils puissent manier aisément ce nouvel outil. Commencer d'abord par créer leur compte administrateur, leur montrer les étapes d'enregistrement et les processus de sécurisation des données déjà enregistrées. Et il y aura la gestion des données enregistrées par les décideurs. Cette formation fait suite à celle tenue à Marois il y a quelques mois. Elle va se poursuivre sur l'étendue du territoire. Parlons à présent de ces parcs et autres espaces verts de la ville de Douala qui se font de plus en plus rares. Ceux qui autrefois existaient disparaissent peu à peu sous le poids de l'insalubrité, de l'industrialisation. Titi Freeman et Henri Tinda ont fait le tour de ville. Voici leur reportage. Ce sont de bouteilles et autres déchets sur les rochers est tout ce qu'il reste de la base navale de Douala. Autrefois, site touristique pour les populations de la ville, la rive n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Cette situation est la cause de la négligence des autorités de la place, surtout de la communauté urbaine qui est chargée d'embellir les endroits touristiques pour faire entrer de l'argent dans la ville. Maintenant, on a négligé. Et aussi les usines, là, les odeurs des usines ont pollué tout l'endroit. Tu vois, on a laissé plus place à la modernisation industrielle qu'au loisir éthique. Puisqu'avant, c'était ici qu'il y avait le Ngondo. Un constat d'abandon qui se généralise aux espaces de détente et jardins publics à travers la ville. Envahis par la broussaille, ils servent par endroits de refuge aux sans-abri. Ce n'est pas digne de ce pays. Nous avons de très bons espaces publics qui ne sont pas entretenus. La broussaille est là. Bon, je ne sais pas là à quoi ça servirait alors de positionner ces bancs publics et de ne pas entretenir ces espaces verts. Un entretien, devoir régalien des municipalités censé offrir un cadre de vie agréable au sein de leur circonscription administrative. Les espaces verts et les espaces de loisirs dans une commune d'arrondissement reflètent l'image, reflètent l'embellissement de ce secteur, surtout les espaces de loisirs. Vous savez, c'est là, ces espaces occupent la jeunesse. Chaque mairie d'arrondissement doit bénéficier, à travers la décentralisation, de prendre le taureau par les cornes, se charger de ce qui lui incombe, à savoir l'entretien et l'embellissement de sa cité. Des actes qui contribueraient à l'épanouissement des populations de la ville de Douala. Et pendant ce temps, à Garoua, une soixantaine d'éco-gardes se moulent à l'utilisation des drones pour la surveillance des aires protégées. Et ils ont suivi leur formation à l'école de faune de la ville, fruit de la coopération allemande GIZ. Reportage David Sandio, Aïssatou Bouba. Les parcs et aires protégées, victimes de nombreuses attaques. Le braconnage en tête des listes, la surveillance de la population de ces parcs et autres activités justifient aussi l'organisation d'une formation des éco-gardes de l'école de faune de Garoua. Des modules sur l'utilisation des drones sont dispensés.
Cette formation, elle est principalement dédiée aux élèves de l'école de faune de Garoua. Nous avons fait une première partie déjà avec la GIZ à Kinshasa, et ça, ce n'est que la suite du programme de la GIZ. Et également certains enseignants qui vont pouvoir bénéficier de cette formation-là. Cette formation est très importante pour l'école de faune de Garoua parce que nous savons que il faut des nouvelles technologies pour la surveillance des parcs nationaux, pour la lutte contre le braconnage. Et vous savez que l'utilisation de drones permet de surveiller un grand espace en si peu de temps. La formation a permis d'outiller ces apprenants sur les diverses techniques d'utilisation. Ils se sont appropriés les modules pour la protection des parcs. Les modules que j'avais la responsabilité de leur transmettre étaient, par exemple, leur permettre de comprendre déjà premièrement quel est l'aérodynamisme et le fonctionnement interne du drone qui est leur outil de travail, afin qu'ils soient capables, lorsqu'ils sont sur le terrain, de comprendre son fonctionnement. La remise des attestations de fin de formation est l'occasion de donner quelques recommandations à ces éco-gardes. La formation à l'utilisation des drones est désormais inclue dans le programme d'apprentissage de l'école de faune de Garoua au vu de son apport dans la surveillance des aires protégées. Et prenons la route de Yokaduma Mulundu dans la région de l'Est. La route est un véritable parcours de combattant pour les usagers, difficile pour eux sur ce vieux tronçon qui peine les 250 km. On voit cela dans ce reportage de Roméo Tignon et Kizito Kumai. L'inconfort Yokaduma Mulundu dans la Bumba Ngoko saute à l'œil. À peine engagé, les 90 km, ce car Saviem habitué de ce tronçon va marquer un temps d'arrêt. Les roues noyées dans cet amas de boue. Je ne crois pas que nous sommes au Cameroun, parce que vraiment, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Alors que l'Est est la région est le grenier du Cameroun tout entier. Ça m'étonne que la population de l'Est souffre et abandonne à eux-mêmes. Vraiment, c'est un calvaire de Mulundu Yokaduma, qui est notre chef-lieu de département. Le calvaire n'est seulement pas pour les passagers de cette Saviem. Petite voiture clando, engin à 2 roues et autres gros porteurs, ça passe ou ça patine. De ses 20 ans d'expérience, Junior Aougé voit de tout. L'Andoman à Yokaduma depuis 20 ans aujourd'hui, vraiment, nous souffrons de la route de Yokaduma et Mulundu, ça ne va pas. L'état de route, on dort en route par-ci, par-là, tout ça. On demande au gouvernement vraiment s'il peut vraiment nous mettre coup de main, parce qu'on ne voit pas le changement, on souffre. Une ligne interminable de gros porteurs ne cesse de rallonger la liste sur ce tronçon. Des véhicules se sont embourbés. Un peu plus loin, le propriétaire de ce véhicule CA va devoir garder patience. Ici, il y a ceux qui marchent en attendant et ceux qui attendent sur place en s'offrant des gigots de viande. Yokaduma Mulundu, c'est un difficile parcours. Près de 200 km, longtemps annoncé en travaux, à l'est. Ouvrons la page sport. Les Lions indomptables du Cameroun ont leur tenue de ville officielle pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Une collection de l'entreprise El Dabo, couture désignée récemment par la Fédération camerounaise de football comme habilleur officiel des Lions indomptables pour la Coupe du Monde. La tenue vient d'être présentée à l'hôtel Hilton de Yaoundé où sont bien postés en ce moment Daniel Adessé-Boudjé et Michel Foucault. Bonsoir Daniel. Bonsoir Alain, Ghislain Kanga, bienvenue ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé où vient juste de s'achever la cérémonie de présentation officielle de la tenue de ville des Lions indomptables du Cameroun pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Des tenues qu'ils vont aborder dans quelques semaines pour la compétition qui débute exactement le 20 novembre. Alors, ce sont des tenues confectionnées par El Dabo Couture, dont le président, son fondateur, M. Ousmane Dabo, a exprimé devant le président de la FECAFOOT et certains membres du gouvernement et les invités toute sa satisfaction, toute sa reconnaissance d'avoir été choisi par la FECAFOOT pour habiller les Lions indomptables. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le Président, nous vous témoignons notre profonde gratitude pour cette marque de confiance et vous rassurons que nous saurons être à la hauteur
de vos attentes et vos exigences. Nous allons porter la voix auprès de la jeunesse dans l'optique de renvoyer l'ascenseur dans notre corps de métier et à travers la formation, la création de l'emploi et de la valeur ajoutée. Pour le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, il s'agit d'aider les Camerounais à avancer dans leur domaine. Je vous propose d'écouter Samuel Eto'o. La Fédération camerounaise, dont j'ai l'honneur de diriger, a dans ce projet toujours pensé à faire avancer le Cameroun et les Camerounais. C'est dans cette vision que nous avons donné l'opportunité à un brave Camerounais d'habiller ce que nous avons pour nous footballeurs de plus précieux dans notre pays, les dons indomptables. Voilà, la cérémonie vient de se dérouler. Donc ici, c'est une grande fête en présence de la presse nationale, en présence de membres du gouvernement, du sélectionneur d'Alliance Indomptable Rigobert Song et de beaucoup d'autres invités. Pour le président de la FECA Foot, c'est la marche vers la victoire qui a commencé. Depuis l'hôtel Hilton de Yaoundé, Daniel Anissé Boudier et Michel Foucault pour Canal 2 International. Et dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022, Canal 2 International vous propose le 3e numéro de Prélude. Et ce soir, nous nous intéressons à la sélection nationale suisse. Focus ce soir sur Brel Mbolo et ses coéquipiers avec... Et parlons de la MTN Elite One avec la victoire de Gazelle de Garoua hier face aux Astres de Douala au stade annexe de Bépanda. Le score de la partie, 3-1 grâce au doublé du milieu de terrain Alexis Yukuda Kada. Le compte rendu de Marc Chouambo et Luciano Ndiakou. C'est la première sensation de la saison. Gazelle de Garoua, club nouvellement promu en MTN Elite One, fait chuter le vétéran Astre de Douala ce mercredi dans son antre de Bépanda et de la plus belle des manières. Dans ce match avancé de la 2e journée du groupe B, c'est sur une pelouse détrempée et même glissante que les visiteurs frappent les premiers. Alexis Yukuda Kada reprend ce centre à ras du sol à la 24e minute. Les présidents de Bépanda profitent de cette erreur du gardien adverse pour égaliser par Simplice Mbang à la 32e. Un but partout à la pause. Au retour des vestiaires, l'expérimenté Yukuda Kada suit bien un ballon mal capté par Narcisse Land pour porter le score à 2-1. Les supporters de Gazelle n'en reviennent pas. Ces derniers seront aux anges à 25 minutes du terme quand Issa Mustafa, bien lancé par Yukuda Kada, efface le défenseur et marque. 3-1, première défaite des Astres cette saison. Vous avez vu quel genre de but on teste. Des loupés, le gardien arrête le ballon, ça ressort. Bon, vous devez comprendre qu'il y a des jours ça. Mais je crois quand même que si le terrain était sec, ça aurait été autre chose. Nous venons pour jouer au maintien. Quand nous avons l'occasion de pouvoir faire ce que nous avons à faire là où nous faisons tranquillement, nous sommes là pour essayer de garder l'équipe en première division. L'homme du match invite ses coéquipiers au travail. Ils m'ont pris comme leur grand frère d'abord et ils m'ont dit tout ce que tu nous diras, nous allons faire. Et c'est l'écoute de ces jeunes qui a fait à ce que nous sommes montés en première division et voilà, nous sommes dans la continuité. Suite de la 2e journée dimanche prochain avec entre autres les duels Union de Douala, Young Sport dans le groupe B et PWD de Bamenda face au leader La Colombe du Djaïlobo dans le groupe A. Et dans le plus du 19h50, la CamWater, direction régionale de Yaoundé, agglomération, informe sa clientèle qu'en raison des travaux d'entretien de ses ouvrages programmés dans les stations de production d'Akomiada et Mefou, ainsi que tout le réseau de la ville de Yaoundé, l'approvisionnement en eau potable connaîtra des perturbations dans plusieurs quartiers les 21, 22, 23 et 24 octobre 2022. Une activité de rationnement par camion citerne sera mise en œuvre pour l'approvisionnement des zones impactées dans l'intervalle et le rétablissement normal de la desserte en eau des 10 quartiers se fera progressivement dès la fin des travaux.
et qui remportera l'une des 4 voitures mises en jeu par Supergol. La tombola nationale lancée le 1er septembre se poursuit. Ce jour à Yaoundé, le public a pu découvrir l'objet de toutes les convoitises, 4 bolides qui pourraient vous appartenir au soir du 31 décembre. Voici les 4 véhicules rêvés par les clients Supergol depuis le lancement de la Tombola nationale Coupe du Monde 2022. Cette tombola qui va donc aller jusqu'au 31 décembre, date du tirage au sort, a commencé le 21 septembre et nous allons poursuivre toutes les opérations d'enregistrement des participations jusqu'au 10 décembre prochain. Les voitures flambant neuves de marque Toyota sont présentées ce 20 octobre à Yaoundé, de quoi apporter une motivation supplémentaire aux participants. Les conditions d'éligibilité sont simples, se rendre dans une salle Supergol ou faire un tour sur le site supergol.cm et pronostiquer qui sera le prochain vainqueur de la Coupe du Monde Qatar 2022. Avec une mise de 1000 francs, si vous pronostiquez jusqu'au 19 novembre, avec une mise de 2000 si vous pronostiquez entre le 20 novembre et le 2 décembre, de 3000 si vous pronostiquez entre le 3 décembre et le 6 décembre, et de 5000 francs si vous pronostiquez entre le 7 décembre et le 10 décembre prochain. Les protagonistes qui auront vu juste seront tirés au sort en fonction d'un découpage régional prédéfini. La première super région, extrême nord-nord, Adamawa. La seconde, centre-nord-ouest. La troisième, sud-est. Et la quatrième, littoral, ouest-sud-ouest. De nombreux autres lots seront présentés aux parieurs au fil de la compétition. Pour rappel, il faut avoir au moins 21 ans pour se laisser prendre au jeu. Et le Palais des Congrès de Yaoundé célèbre son 40e anniversaire du 1er au 4 novembre prochain. Dans l'agenda, plusieurs activités, notamment sportives, culturelles, expositions, photos, documentaires, tables rondes, soirées et spectacles, pour dire le moins. Annonce faite par le directeur général face à la presse ce 18 octobre à Yaoundé. 40 ans déjà que le Palais des Congrès de Yaoundé ouvre ses portes au public pour des locations de salles et espaces. Plus qu'une bâtisse à l'allure imposante, c'est un lieu de mémoire, d'histoire, d'échange et de brassage. Une bâtisse posée sur la colline d'un Kolnyada qui, comme du vin, se bonifie avec le temps. Elle a tutoyé des sommets sur plusieurs plans. La tripartite du 30 octobre 1991, tous les congrès du RDPC, excepté celui de 1985 à Bamenda, ceux du SDF, du MRC, de l'UPC, de l'UDC, de l'UNDP pour ne citer que cela. Je rappelle également que c'est ici que se déroulent les écrans noirs, les éditions de Miss Cameroun, les canals d'or. 40 ans après, le rêve continue et ça se célèbre en grande pompe. La fête aura lieu du 1er au 4 novembre 2022 sous le thème « Le Palais des Congrès 40 ans après » au service du rayonnement politique, social, culturel, économique et diplomatique du Cameroun. Ça sera l'occasion de retracer le passé glorieux de ce haut lieu et remercier le chef de l'État pour l'avoir maintenu en fonctionnalité. Un mois seulement après sa prestation de serment, le 6 décembre 1982, le président Paul Biya a signé le décret qui organise le fonctionnement et la gestion du Palais des Congrès. Signe du destin donc, hasard ou symbole, le 40e anniversaire du Palais des Congrès coïncide également cette année avec les 40 ans de l'avènement au pouvoir du président de la République, son Excellence Paul Biya. La célébration annoncée avec des médailles pour le personnel méritant. Également dans l'agenda, marche sportive, animation culturelle, projection cinématographique, pour dire le moins. Et dans la foulée de cette projection cinématographique, on va enchaîner avec un spectacle de musique urbaine dans la même salle. On a cru retenir le mbolé. Je crois que c'est un rythme qui est à la mode et d'après les échos qui nous parviennent, ça suit. Un événement placé sous le haut patronage du chef de l'État qu'accompagnent des institutions publiques et privées ainsi que des partenaires. Les préparatifs vont bon train, a dit Christophe Menzok face à la presse ce 18 octobre à Yaoundé.
Et pour terminer, un espace de vente de grands crus à Douala, le complexe Biblos se lance dans la vente de ces grands crus. On prend les détails dans cet élément. Nous sommes au 4e étage du complexe Biblos 6 à la rue Jouffre à Akwa-Douala. Ce 17 octobre, l'espace est en pleine rénovation. Ici va naître très bientôt ce que le promoteur et très célèbre événementialiste camerounais chinois Yang appelle le Grand Cru. En effet, il s'agit de l'un des plus beaux cabarets de la sous-région Afrique centrale, l'une des plus belles tables en matière de restauration. Pour ne pas attirer de long en large, c'est tout simplement le Grand Cru. Et quand on parle de Grand Cru, vous savez à quoi ça renvoie. C'est une brochette de belles choses, comme les gens aiment bien, parce que ici c'est non seulement le restaurant, le cabaret, le Grand Cru, on aura aussi une partie détente, quoi. Un billard, un flipper où les gens pourront venir passer du bon temps. Le projet mis en berne avec l'avènement du Covid-19 est désormais relancé. Ici, les techniciens sont à pied d'œuvre. Tout se prépare dans les règles de l'art. Je suis en train de certifier une piste de danse. Et après certifier, on va revêtir avec la moquette. Comme vous avez vu les différents poteaux que j'ai certifiés, tous ceux qui passeront sur ce podium seront en sécurité, puisqu'on est en train de faire le meilleur travail. La sono est installée par des ingénieurs de son expérimentés. Nous sommes en train de mettre le maximum pour que le meilleur soit fait et que le meilleur soit en qualité de son. On peut discuter tout en écoutant de la bonne musique, que ce ne soit pas nocif, que le rendu de décibels, comme vous êtes en train de dire, ne soit pas bruyant, mais plutôt fin et audible en fait. C'est ça que nous recherchons. L'électricien lui aussi rassure. Je suis en train de percer 2 trous sur le contreplaqué pour pouvoir passer le câble de la télé, puisque là où vous voyez, on aurait une télé ici pour le client. Et aussi derrière, à quelque part là, on a presque 2 télés. Et que dire de la tapisserie? C'est les salons rembourrés, style cabaret que nous faisons. C'est un peu le luxe un peu ici là. C'est le VIP. On ne peut pas donner à n'importe qui de faire ce genre de travaux pour les salles, pour les pas publics. Le Grand Cru s'annonce non seulement comme un restaurant-bar, cabaret, billard, cigare, pizzeria, flipper pour des nuits endiablées, mais aussi comme de place to be pour vivre les matchs de football et bien sûr la Coupe du Monde 2022 en beauté. Pourront venir passer du bon temps, des après-midi, discuter en regardant un match de football avec surtout la Coupe du Monde qui arrive à grands pas et les matchs des différents championnats et de la Champions League. C'est un grand projet qui va voir le jour avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. En attendant, le recrutement du personnel est prorogé jusqu'au 24 octobre prochain au complexe Biblos 6 à Akwa-Douala face au Hôtel Beau Séjour. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.